Est-ce que c'est bon? Ouais. Hey, avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait pour celle de Memories of Murder. C'est vraiment incroyable pour moi, je sais pas quoi dire, merci beaucoup. Et je voulais vous avertir que la vidéo qui suit est une vidéo un peu improvisée de ce que j'ai vu dans le mois, que j'ai vu au cinéma ou bien sur les plateformes ou autre façon de regarder des films chez soi. Comme c'est un essai, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce format vous plaît ou s'il y a des choses à améliorer, à réduire, je ne sais pas. Toujours dans la bienveillance, bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo et à très bientôt. Ciao ciao. Ok, donc petite vidéo de bilan de fin de mois, de tout ce que j'ai regardé, et on commence tout de suite avec le premier film que j'ai regardé en tout début 2024, tout début janvier, qui était Maestro, de et avec Bradley Cooper. Un film qui m'a pas vraiment touché, qui a de très belles images, qui a de belles idées de mise en scène parfois, mais j'ai quand même passé tout le film, c'est vraiment à la moitié même que je me suis posé la question de qu'est-ce que tu veux me raconter au fond? Et y a plein de sujets qui sont abordés et compagnie, mais en vérité, je comprends toujours pas trop pourquoi ce film existe. Qu'est-ce qu'on voulait me raconter derrière? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau? Ou qu'est-ce que ça apporte au sujet qu'il aborde? Donc voilà, un petit flop pour moi, ce Maestro, bien que les images soient belles et que les acteurs se donnent à fond, ça il faut le dire quand même. J'ai vu L'Innocence de Koreeda, Hirokazu Koreeda, qui est un film qui a pris le prix du scénario au Festival de Cannes, au dernier Festival de Cannes, et c'est mérité puisque c'est un film qui a un concept assez cool, qu'on a déjà vu ailleurs, mais qui là est quand même super bien fait, assez subtil, hein, toujours comme dans le cinéma de Koreeda. C'est-à-dire que c'est un film où il se passe quelque chose, pour ne pas spoiler, et il va y avoir 3 points de vue, l'un à la suite de l'autre, pour exprimer plus en profondeur qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous imaginez bien, vu l'affiche et la bande-annonce, que ça va concerner bien évidemment des enfants, et il n'y a pas plus mystérieux que de savoir ce qui se passe dans la tête des enfants à un âge charnière, puisqu'ils sont, je crois, aux portes de la 6ème pour nous, on va dire. C'est pas du tout ça les classes au Japon, mais c'est ce qu'on comprend. Et voilà, c'est un très beau film sur l'amour, l'amitié, qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes, comme dirait Orelsan. Et toujours, voilà, très poétique, doux, comme si c'est bien le faire Koreeda. Petit bémol pour la toute fin, j'ai trouvé que en termes de scénario, ça permet de provoquer quelque chose, mais en même temps, j'aurais aimé un peu plus de résolution, on va dire. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être ils comprendront. On s'est aussi frotté à ce déluge d'émotions qui est le cercle des neiges. Putain, j'ai employé le mot déluge et il n'a pas du tout le même sens une fois qu'on a vu ce film là, ça fait mal. Un film éprouvant, mais tellement éprouvant. Pour peu qu'on y rentre dedans, parce que vous comprenez bien que, enfin je sais pas si vous avez vu l'histoire, mais en fait ça parle de jeunes gens qui dans les années 70, une équipe de rugby qui a eu un crash d'avion et qui s'est écrasé en plein milieu de la cordillère des Andes et qui ont survécu au milieu de nulle part et au vu de personne, notamment en pratiquant du cannibalisme. Voilà, ça c'est l'histoire originale, et la manière dont Juan Antonio Bayona nous le montre, nous le transmet, ben, on sent jusqu'au plus profond ce qu'ils ont potentiellement enduré, et ça démarre par le crash d'avion, et je pense que le crash d'avion est le premier test de ce film. On peut tout à fait continuer le film dans un déni, puisque les émotions sont tellement fortes lors de ce crash d'avion que la suite peut nous paraître peut-être, bon voilà, on s'est déjà bloqué sur des émotions un peu fortes et un peu perturbantes. Donc c'est le grand retour de Bayona. J'ai retrouvé bien évidemment une façon chez lui de perpétuer ce qu'il avait déjà commencé dans The Impossible, qui était un film très éprouvant aussi sur le tsunami en Thaïlande. Et là il le fait avec encore plus de maestria, beaucoup moins... les sujets qui sont abordés à l'intérieur sont quand même assez phénoménaux sur la religion, sur l'humanité, hein. Je trouve que c'est un des rares films qui parle profondément de l'humanité. Je peux le rapprocher dans ce mois-ci de La Horde sauvage, hein, aussi, où la violence, la mort, toutes ces choses-là ne font que révéler l'essentiel de ce que l'on est. Et d'ailleurs, le Cercle des Neiges est un mauvais titre, parce que le titre original, c'est la Sociedad del Nieve, je sais pas, mais c'est la Société de la Neige. Et il y a clairement ça qui se joue dans ce film, c'est comment on fait société. Voilà, très éprouvant, mais quel film, incroyable. J'ai aussi vu un classique de chez classique que j'avais jamais vu, qui est African Queen,
de John Huston. John Huston qui était un réalisateur qui petit à petit je découvre un peu toute sa filmographie et là c'est un qui me manquait, qui est assez connu, qui est African Queen, de son époque plutôt Hollywood classique, et qui est vraiment le proto-film d'aventure comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment je me suis emmerdé pas une seule minute, seconde, contrairement à Maestro tout à l'heure. C'est marrant, c'est fun, ça va à un rythme assez effréné. Bon, il y a des petits effets spéciaux qui ont un petit peu vieilli bien évidemment, mais par contre voilà, il y a toujours ce charme des acteurs, ce charme des décors, de l'histoire aussi qui est racontée. Vraiment, si vous voulez regarder un film d'aventure à l'ancienne et devant lequel vraiment on s'amuse, African Queen c'est un must-see quoi. Le 17 janvier est ressorti, alors il était déjà sorti à la fin de l'année, mais là est ressorti Godzilla Minus One pour 2 semaines je crois. Donc j'ai été le voir au cinéma et je comprends un peu l'engouement qu'il y a autour de ce film. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont top. J'ai pas trouvé ça non plus génialissime. Il y a des bonnes scènes. Ça m'a rappelé le bon spectacle divertissant des années 90. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Roland Emmerich ou à Michael Bay. Donc voilà, ça fait bien le job. Il y a un bon drame, il y a des thèmes quand même assez intéressants sur la culpabilité du soldat qui ne s'est pas sacrifié pour la nation. Et des choses comme ça. Un petit peu déçu quand même des apparitions de Godzilla, mais en sachant le budget qu'a eu le film pour être tourné, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a notamment une séquence au milieu de destruction de ville, on attend que ça hein, d'un Godzilla, qui est quand même vachement efficace et qui fait autant hommage aux anciens films que il renouvelle un petit peu la chose. Bon, c'est un peu con, mais la musique de Godzilla, dès qu'elle retentit, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire oh. Il y a un truc où je me suis dit ça marche beaucoup sur ça quand même ce film, et en fin de compte c'est un peu long pour ce que c'est un peu écrit avec les pieds par moment, mais voilà, je comprends aussi l'engouement qu'il peut y avoir autour. Je pense qu'on a trop vu de Marvel pourri ces dernières années, et en effet ça met un step au-dessus et demande quand même à toute cette industrie de divertissement de se mettre au pas, je pense. Autre classique que j'ai pour le coup pas découvert mais revu ce mois-ci, c'est La Horde sauvage de Sam Peckinpah. Quel grand film, qui est sorti étrangement la même année, je crois que Il était une fois dans l'Ouest, et ils partagent tous les deux cette espèce de description de la fin d'un monde. Et là où c'est une espèce de poésie élégiaque dans Il était une fois dans l'Ouest, là on est dans quelque chose de beaucoup plus dur et mélancolique, mais la vraie mélancolie, quelque chose de très sombre. Ce qui est beau dans ce film, c'est le regard de tous les acteurs. Ils ont l'air d'être tous au bout du rouleau, ils ont l'air de tous être à la fin de l'alcoolisme quoi. Et ensuite, bon, les éloges que l'on connaît de La Horde sauvage, je vous invite à regarder des vidéos à droite et à gauche. C'est esthétiquement parlant, en termes de mise en scène, de découpage, c'est quand même quelque chose qui encore aujourd'hui tient plus que la route quoi. Vraiment c'est encore même un petit peu plus subversif que la norme. Donc je vous invite, si vous devez découvrir le cinéma de Sam Peckinpah, je pense que c'est un des premiers films à voir, La Horde sauvage. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la violence gratuite, et pas tant que ça, puisque c'est un peu la vision de cet auteur, un peu désenchanté, un peu misanthrope comme ça d'aspect a priori, mais qui cache en fait quelqu'un qui voit l'humanité comme elle doit être, et c'est parfois un peu bête et méchant quoi. Très grand film, La Horde sauvage, chef-d'œuvre. Alors aussi, ça m'a permis de rattraper des films de 2023 que j'ai pas vus et qui sont dans certains tops, et j'ai regardé du coup Asteroid City de Wes Anderson. Je le savais un petit peu à l'avance, je suis pas un grand fan des films de Wes Anderson. La plupart du temps, je les apprécie plus quand je les ai vus au cinéma, et malheureusement celui-là, j'ai pas pris le temps d'aller le voir. Et en effet, j'étais beaucoup moins touché que quand je vais voir ces films au cinéma. Reste que je comprends où il a pu être apprécié des gens, et que pour tous ceux qui aiment Wes Anderson, c'est vraiment presque un de ses meilleurs films. Mais moi, c'est pas tellement ma came, ça le reste toujours pas. Il y a quand même 2-3 belles idées, et je suis ému à 1 ou 2 fois pendant le film, mais ça a été dur pour moi quand même. Surtout en fait, moi ce qui me dérange chez Wes Anderson, c'est pas tant l'aspect graphique me plaît énormément. J'adore tout ce qu'il fait, j'adore les acteurs qu'il emploie, j'adore comment il joue. Par contre, trop de dialogues, c'est-à-dire cette façon d'écrire des dialogues dans des dialogues, et même des parenthèses dans des dialogues, ça a tendance, moi, un peu, ça me touche pas. Je vais pas dire que ça me gonfle, je vais dire juste que ça me touche pas. C'est pas une poésie qui est ma sensibilité en fait. Alors que visuellement,
un peu quand même. Voilà, tout le paradoxe de Wes Anderson pour moi. Donc ça reste dans les middle et je l'aurais pas mis dans mon top. Ce mois-ci, j'ai aussi vu ce film dont tout le monde a parlé et parle encore, et je me pose un peu des questions dessus, c'est Yannick de Quentin Dupieux. Paradoxalement, Quentin Dupieux, j'ai suivi sa carrière depuis le tout début. Je me souviens d'avoir vu le non-film comme ça, un peu dans des circuits bizarres d'internet, puis Rubber, et enfin Wrong au cinéma, et Wrong pour moi était le sommet de ce qu'il pouvait faire. Je comprends que certains pensent que ses réalités sont sommets, mais pour moi ça a été le début un peu d'un changement où j'ai commencé à plus apprécier son cinéma. C'est vrai que dans Yannick, il y a le même problème que je mets dans les films de Quentin Dupieux, c'est qu'il a une bonne idée au départ, il a des comédiens qui franchement jouent un truc un peu what the fuck et qui peut être assez rigolo, mais au bout de 20-30 minutes, il lâche complètement son sujet. Et moi, j'ai tendance à quand même avoir ce réflexe de me dire tu te fous de ma gueule, voilà. Et c'est pas contre l'économie de ces films qui valent pas grand chose, qui coûtent pas grand chose, ni le circuit dans lequel il tourne. C'est pas un film il a eu beaucoup de copies parce qu'il a eu du succès. Mais alors, je comprends pas trop, si ce n'est à l'intérieur d'un festival ou comme ça. Je comprends pas trop le délire autour de ce film. Il y a eu beaucoup d'autres films qui prennent un peu le même principe, le même concept et qui vont beaucoup plus loin dans casser le quatrième mur et compagnie. Raphaël Quenard, j'ai beaucoup plus aimé son interprétation dans Chien de la Casse. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup trop abstrait. Pio Marmaille, par contre, a un droit à un monologue assez stupéfiant en termes d'acteur, mais bon, c'est pas nouveau de sa part. Mais que moi je trouve un peu vain. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau pour moi, ce genre de film. Je suis désolé. Ensuite, j'ai été voir mon premier film au cinéma de l'année 2024, et ce fut Moi Capitaine de Matteo Garonne, qui est un film à ne surtout pas rater. Ça relate le parcours d'un jeune homme et de son ami qui décide de partir de Dakar pour ensuite aller en Europe faire fortune. C'est un parcours de migrants, et c'est un film qui, dès la sortie du film, j'ai pensé que c'était quelque chose de salutaire. Il y avait besoin que ce film existe. C'est en effet toutes ces histoires que vous connaissez ou pas, mis enfin dans une forme qui peut convenir à tout le monde, entre guillemets. C'est pas qu'il n'y a pas des choses dures à l'intérieur, mais c'est assez didactique et pas dans la sensiblerie ou dans l'apitoiement ou dans les choses comme ça, pour juste bien raconter cette histoire contemporaine. Et au-delà de ça, c'est une mise en scène qui, bien que discrète, fait des choses régulièrement assez impressionnantes qu'on voit rarement finalement dans les films européens. Et je pense notamment à toute la séquence finale sur le bateau, vous imaginez bien, et qui clôt le film et qui m'a cloué le bec, surtout avec la dernière phrase et le rapport au trajet, au voyage du héros en quelque sorte. Vraiment un très grand film, je m'y attendais pas, ça a été une petite surprise. Ensuite, j'ai vu Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Ça fait partie de ces auteurs, ces cinéastes que j'apprécie pas énormément mais qui m'intéressent toujours. Et j'ai eu raison de quand même continuer à regarder ces films, bien que avec The Lobster il m'avait un petit peu perdu, je l'avoue, alors que c'est un des films que préfèrent les amoureux de ce cinéaste. Et je m'étais réconcilié un peu avec lui, avec La Favorite, qui était déjà son précédent film, et qui était déjà avec Emma Stone. Et bien qu'il fasse des choix de mise en scène qui peuvent perturber énormément, il persiste et signe avec Pauvre créature, qui là profite d'un budget beaucoup plus conséquent. C'est quand même une grosse production, et qui est en quelque sorte une relecture de Frankenstein, mais qui est aussi une adaptation d'un bouquin apparemment très connu, du nouveau roman écossais. Je sais pas trop, je connais pas trop, j'ai jamais lu ce qu'avait fait cette personne, mais après le film, en cherchant un peu plus d'informations autour de cette histoire, j'ai compris qu'il y avait une volonté aussi d'absurde hein, au sein du bouquin, de science-fiction absurde et d'allégorie politique, c'est-à-dire que le roman initial est apparemment une allégorie de l'indépendance de l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne. Parenthèse fermée, ce que fait Yorgos Lanthimos et Emma Stone, parce que je pense que c'est vraiment la deuxième autrice
de ce film. Elle fait une performance assez incroyable. C'est d'aborder le sujet de la place de la femme dans la société, de l'appropriation de son corps, de sa condition, et tout ça dans une sorte de forme de roman d'apprentissage. On a l'impression il y a un plaisir dans ce film de voir comment ce concept de base, personnifié par Emma Stone, va se mouvoir dans cet univers qu'on peut penser un peu comme celui de Terry Gilliam, avec beaucoup de peintures de personnages et de traits de société très au vitriol, très grossiers comme ça. Bref, c'est un film qui, moi, m'a passionné, que j'ai beaucoup aimé, qui recèle de pas mal d'images intrigantes. Comme ça, je vous laisse le choix de savoir si c'est beau ou pas. Et c'est parmi les Yorgos Lanthimos que je préfère, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui me touche pas trop. Et d'ailleurs, ce film, émotionnellement, ne m'a pas fait grand-chose. Par contre, il y a quelque chose d'intellectuel intéressant et assez fun à suivre. Franchement, Emma Stone, Yorgos Lanthimos, c'est quand même un bon match, je trouve. Il y a un truc qui marche bien. J'ai revu un classique aussi, mais beaucoup plus récent, et qui reste pour moi dans mes films un peu charnières, un peu que je revois assez régulièrement. C'est Blue Velvet de David Lynch, qui est pour moi parmi vraiment les indispensables de David Lynch. Peut-être un des plus accessibles, bien que restant méga chelou, je vous le dis à l'avance. En le revoyant cette fois-ci, je me suis rendu compte d'à quel point c'était déjà Twin Peaks. C'est-à-dire qu'il y a Kyle MacLachlan dedans, qui est donc celui qui joue l'inspecteur dans les Twin Peaks, qui est déjà là, mais aussi dans le ton général. C'est-à-dire que dans Blue Velvet, on est vraiment dans une petite bourgade un peu inventée, un peu imagée de la classe moyenne américaine, et ça commence avec ces barrières blanches, avec cette musique rétro, et une oreille coupée avec des fourmis. Tout ce truc-là, c'est déjà un peu le ton qu'il va faire ensuite dans Twin Peaks. C'est vraiment Blue Velvet, la naissance d'un auteur. Eraserhead, c'était bonjour, je suis là, on va dire, je suis chelou, bonjour. Blue Velvet, c'est vraiment dire j'ai quelque chose à raconter sur le cinéma et voilà, sur ce médium, quoi. Donc film fascinant, film qui a encore des trouvailles de mise en scène. J'hallucine, ça nous manque quand même des films comme ça. Parce que c'est des films qui marchaient, hein, faut le dire quand même. Et pourtant c'est très chelou à plein de moments. Il y a plein d'idées de mise en scène, de découpage, de montage, que même aujourd'hui ça reste surprenant, quoi. Donc Blue Velvet de David Lynch, si vous connaissez David Lynch, vous l'avez vu, et si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est un must-see, vraiment. J'ai pu voir aussi un rattrapage de 2023, mais il était sorti aussi le 27 décembre, je crois. C'est Vermine, le fameux renouveau du film de genre français. Bon. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que du moment qu'il m'a pas créé des émotions fortes, c'est-à-dire de la peur, du suspense ou des choses comme ça, et ça a été le cas, bon, il n'y a pas grand-chose à retirer derrière. Malgré tout, comparé à d'autres films qui auraient pu ne pas me donner ces émotions-là, il y a quand même un scénario qui tient un peu la route. Mais je dois avouer que je comprends pas trop l'engouement qu'il y a autour de ce film, si ce n'est que c'est un premier film et que, en effet, il n'y a pas de couac dedans. Mais je lui regrette peut-être ça aussi, de ne pas avoir tenté des choses peut-être un peu plus subversives, un peu plus rock'n'roll, quoi. Finalement, ça reste plutôt sage. Je comprends qu'il y a aussi une espèce d'hommage à une ancienne façon de faire les films d'horreur comme dans les années 80-90, et l'affiche le prouve aussi, et la manière de ces films-là, j'ai l'impression d'être tombé un peu sur ce film que je prenais au vidéoclub, qui avait une affiche qui faisait hyper peur de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, et finalement c'est pas ça qu'il y a à l'intérieur, c'est même plutôt soft. Donc voilà, j'ai pas trop compris l'engouement qu'il y a eu autour de ce film, si ce n'est que ça fait toujours plaisir d'aller voir un film d'horreur familial, j'ai presque envie de dire, où on n'en ressort pas tellement perturbé pour des jours et des jours. Sauf si vous êtes arachnophobe. Je pense que si vous êtes arachnophobe, c'est un enfer ce film. Mais bon, ça c'est votre choix d'aller le voir ou pas. C'est comme si vous êtes misophone et que vous écoutez un album de Benjamin Biolay. Je crois que c'est un enfer. Ensuite, j'ai vu un film qui était sorti en fin d'année lui aussi. Je crois que c'était le 27 décembre qui était sorti, ce fameux mercredi. Il était dur d'aller voir beaucoup de films puisque c'était quand même la fin de l'année. Et c'était Les Colons, un film pour le coup plus indépendant qui est plutôt dans un circuit d'arrêt d'essai. D'ailleurs, même je crois qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, il est carrément sur les plateformes directement. On a la chance, nous en France, que Mubi, en fait, c'est
nos salles d'art et d'essai. C'est un truc auquel je reviendrai peut-être un jour. Mais Les Colons, voilà, film chilien qui parle donc de la colonisation du Chili, hein, en quelque sorte, dans une histoire de propriétaire terrien qui veut étendre son territoire jusqu'à la mer, justement pour faire du commerce. Et donc on suit un ex-soldat écossais, si je me souviens bien, d'un homme de main un peu sans foi ni loi, et d'un natif chilien qu'on appelle les Indiens. Bon, c'est un peu l'habitude des blancs occidentaux d'appeler les gens qui habitent là-bas des Indiens. Et donc en fait on suit un peu leur parcours dans une forme un peu artistique qui est parfois jolie, parfois un peu trop chichi, mais en même temps c'est par rapport à l'économie de ce type de cinéma on sent qu'il n'y a pas grand chose comme argent là-dedans. Heureusement il y a des très beaux paysages. Malheureusement c'est un film qui n'est pas à la hauteur de par exemple Nightingale, qui est un film auquel j'ai pensé directement après avoir vu Les Colons. Ce film de Jennifer Kent qui parlait à peu près des mêmes sujets, mais en Nouvelle-Zélande, mais qui jouait la carte du hardcore et du poétique en même temps. Mais Les Colons, à ce côté hardcore, je vous préviens déjà à l'avance, il y a quand même des moments humainement assez forts, mais qui là m'ont paru, c'est dur à dire, hein, mais un poil gratuit. J'ai trouvé que c'était vraiment pour le coup un film un peu de festival, quoi. Mais 2-3 idées, 2-3 images, quand même intéressantes. Je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Autre film français que j'ai rattrapé, qui n'est pas de 2023 mais de 2022 et que beaucoup de monde avait parlé un peu surprenamment, c'était Pacifiction avec Benoît Magimel de Albert Serra, donc je connais pas du tout la filmographie, c'est mon premier film de cet auteur, et en effet c'est quand même assez étonnant, c'est un délire. Hein. C'est un délire, je vous le dis d'avance, mais si vous voulez voir Benoît Magimel se balader sur une île en essayant de triturer des affaires politiques pour une éventuelle essai nucléaire pas loin des îles que lui il voudrait stopper mais peut-être pas, on sait pas, c'est des rumeurs, on sait pas. Regardez ce film, je sais pas, c'est un genre en particulier, je sais pas. Il y a une petite vibe GTA Vice City chelou, arty européen. Faut le dire que quand même vers la fin ça devient un peu long, mais il y a eu mon lot de fun en fait devant ces films, de se dire waouh mais où il va le truc quoi. Donc c'est un film qui, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'arguments pour dire que c'est un bon film, si ce n'est qu'il a beaucoup de charme en fait. C'est un truc qui te prend ou pas quoi. Donc voilà, je recommanderais quand même Pacifiction, même si c'est quand même très chelou, je vous le dis d'avance. Et pour finir, ce n'est pas un film, mais une série documentaire que je suis pas le seul à avoir vu sur Amazon Prime. J'ai bien évidemment vu Merci Internet de Théodore Bonnet sur la vie de Squeezie, la vie et l'œuvre de Squeezie. Et bien étonnamment, c'était assez émouvant à plusieurs moments. J'ai trouvé que c'était un poil trop de faire autant de minutes sur la vie de ce jeune homme, puisque on se rend compte que parfois il parle à l'époque quand on était jeune et qu'en fait c'était il y a 4 ans. Bon, voilà. Mais c'est assez cool comme documentaire, même si aussi c'est un peu pas de l'autopromo, mais quelque chose qui va omettre les petites tâches au tableau. Je pense notamment au fait qu'il a construit sa carrière sur le fait de plagier PewDiePie, même si le terme est peut-être un peu gros aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, mais clairement il a commencé sa carrière. PewDiePie faisait une vidéo sur un jeu en ayant telle réaction, Squeezie, le jeune, très jeune Squeezie, faisait le même type de vidéo genre 3 jours après. Attention, c'était pas le seul, et ça existe encore aujourd'hui, des gens comme Amixem qui ouvertement disent à quel point ils plagient MrBeast par exemple. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait un peu de complaisance parfois sur ce métier-là, bien qu'il ait fait des choses assez folles dernièrement et que, en effet, ça montre que le chemin valait un petit peu le coup. Il y a quand même beaucoup de choses avant qui sont pas très nobles, si on peut dire les choses. Mais bon, ça reste YouTube et c'est cool d'avoir des documentaires qui retracent un peu l'histoire du YouTube français aussi. Mais là, c'est par un prisme particulier. J'attends peut-être un documentaire aussi bien produit sur toute cette génération et peut-être aussi les zones d'ombre. C'est un peu abordé dedans et je dis pas qu'ils ne disent rien et qu'ils font une omerta. C'est dit un peu, mais pas trop. Ça reste gentillet, ça reste, à l'image de Squeezie, ça reste tout public, en quelque sorte. Mais voilà, je l'ai vu, il faut être curieux dans la vie.
Et pour terminer, j'ai commencé The Curse de Benny Safdie, l'un des deux frères Safdie, parce que c'est un des deux frères Safdie et que c'est toujours très intéressant. Mais comme c'est un des deux frères Safdie, c'est assez éprouvant dans le malaise. C'est une série qui est avec Emma Stone, encore une fois, comme quoi elle est dans tous les bons petits trucs en ce moment. Mais alors, c'est malaisant à un point incroyable. Je n'ai vu que 2 épisodes parce qu'il me faut à chaque fois un petit peu de temps pour, pour digérer ce que j'ai vu. Il n'y a pas des choses graphiquement horribles, non. Mais par contre, il y a des situations qui cringe, quoi, qui te fait cringer, quoi. Donc c'est un délire, il n'y a pas tout le monde qui peut aimer ça. Moi j'étais un peu au courant avant, en ayant connu le cinéma des frères Safdie avant. Donc voilà, The Curse. Je vous en dirai des nouvelles sûrement le mois prochain, voir jusqu'où ça va. Ou peut-être j'aurai abandonné entre temps. Enseveli par le cringe. Et j'ai commencé la saison 5 de Fargo, saison 5 qui en effet relève un peu ce qui avait été fait avec la saison 4 qui s'était complètement cassé la gueule au plein milieu. Il y avait de belles promesses au départ de la saison 4 et puis blablabla, ça part dans des trucs, des métaphores, des allégories et tout ça, un peu bête comme mes pieds. Saison 5 rattrape un peu ça en ayant un truc un peu plus simple a priori, mais qui là commence un peu à partir en couille encore une fois, et je commence un petit peu à me dire que on a perdu la maestria qu'il y avait pu avoir dans la saison 2, qui est pour moi la meilleure saison de cette série Fargo, qui part déjà d'un postulat que moi je croyais pas. Faire une série autour de Fargo, c'est un peu particulier comme concept, mais en fait il y a un vrai bijou et c'est la saison 2. Cette saison 5, ça parle du Trumpisme, ça parle de cette Amérique qui tourne petit à petit avec ses pensées un peu nauséabondes. C'est pas très subtil, mais il y a quand même des séquences de suspense et on va dire, d'action qui sont quand même assez uniques. Voilà, si vous voulez tenter, c'est pas mal, mais ça vaut pas le meilleur moment de Fargo. Voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir vu tout ce que j'ai regardé. Piquez dedans ce que vous avez envie de voir, ça peut vous donner peut-être envie de regarder des trucs que vous aviez peut-être pas pensé voir avant. N'hésitez pas à mettre des likes et à commenter tout ça en bas. Merci pour tous vos likes concernant la vidéo sur Memories of Murder. Ça fait vraiment plaisir et je devrais revenir bientôt avec ce type de vidéo. Et voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao Internet.